Tirer ne sert pas forcément à tuer. Tu muses avec tes remarques parfois. Qu'est-ce que t'as à râler, toi? Je râle pas, tu me gonfles, c'est tout. Mais calme-toi! D'où tu me dis de me calmer, tu vas faire quoi? Ok. Tirer sert pas forcément à tuer. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Ghazni, qui a opposé des troupes de la Compagnie des Indes orientales à la garnison du fort de Ghazni en 1839. La prise de ce fort sera tellement rapide qu'on peut difficilement parler de siège. Et cette rapidité est due à un certain professionnalisme des Britanniques qui sauront organiser méthodiquement leur attaque tout en se prémunissant d'une arrivée de renforts adverses. Mais parlons d'abord du contexte. Nous sommes en 1839, en plein dans ce qui sera nommé ultérieurement le Grand Jeu. L'Afghanistan est un pays pris entre deux puissances, la Russie et l'Empire britannique par les Indes. Ces deux dernières se confrontent indirectement dans la région, dans un conflit géostratégique sur tout le XIXe siècle. Jamais, excepté en Crimée, les troupes de ces deux pays ne se combattront directement. Le Grand Jeu désigne cette opposition géopolitique indirecte dont l'Afghanistan va faire les frais. La Grande-Bretagne cherche à étendre l'Inde vers le nord, tandis que la Russie espère un jour atteindre l'océan Indien. Déjà en 1828, elle a battu la Perse, lui donnant l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Grande-Bretagne s'inquiète de voir Perse et Turquie devenir des protectorats russes, ce qui perturberait grandement les routes commerciales de leur empire colonial. L'Afghanistan est donc vu comme un état tampon sur lequel la Grande-Bretagne doit conserver son influence. Or, un conflit dynastique se dessine entre l'émir Dost Mohammad et l'émir Shah Shuja, qui a la préférence des Britanniques. En 1839, devant l'avantage de Dost Mohammad, les Britanniques décident d'intervenir et s'engage ainsi la première guerre anglo-afghane. En mars, c'est une armée un peu particulière qui quitte l'Indus. 21 000 soldats britanniques et indiens, accompagnés de près de 40 000 civils. Une armée d'occupation qui ne voulait visiblement pas renoncer au confort. Mais elle avance bien, puisque dès fin avril, elle arrive à Kandahar. Après une pause, le temps de laisser les cours d'eau baisser, l'armée repart de l'avant le 27 juin. Elle avance sans difficulté et atteint la forteresse de Ghazni le 22 juillet 1839. Afin de prendre Kaboul, les Britanniques sont obligés de faire céder ce fort, bien construit et enclavé dans une rivière. Les troupes de Shah Shuja les ont rejoints et leur ont fait savoir que quelques milliers d'hommes venaient renforcer la garnison déjà forte de 2000 hommes. Il faut donc faire vite. Ingénieurs et sapeurs inspectent la ville et ses fortifications. Ils en tirent une carte assez précise et repèrent une faiblesse sur la porte nord. On appréciera la propreté du trait et le bas niveau de la rivière. Oui, ce croquis a été fait en campagne. Il est décidé de tenter une attaque surprise sur cette porte nord. L'idée étant d'envoyer les sapeurs la faire exploser avec des charges de poudre. Mais deux problèmes vont se poser à eux. Tout d'abord, il faut empêcher les renforts de venir perturber les opérations. Ensuite, il faut trouver un moyen de protéger les sapeurs des tirs de la garnison de la porte. Et c'est là qu'interviennent les deux notions d'aujourd'hui, la couverture et le tir de suppression. Qu'on nomme également tir de couverture, histoire de nous perturber. La couverture est un soutien indirect à une action, dans le sens où elle est pensée pour empêcher des troupes adverses de venir perturber la dite action. En somme, des troupes placées en couverture n'ont aucune utilité directe sur l'action. Ainsi, pour l'exemple, les Britanniques envoient les troupes de Shah Shuja en couverture de l'autre côté de Ghazni. Elles ont donc pour mission d'empêcher tout renfort d'arriver, le temps pour les autres troupes de prendre la ville. Pour ce qui est du tir de suppression, le principe est de maintenir un feu soutenu pour maintenir sous la pression des tireurs dont la position est à peu près connue. On les force ainsi à rester à couvert, ce qui permet aux autres troupes d'effectuer leur déplacement ou leur mission. C'est donc un tir qui ne vise pas la destruction de l'adversaire, mais bien la suppression de sa capacité de tir. C'est ainsi que, grâce à des préparatifs minutieux, les Britanniques vont réussir un tour de force. Les troupes de couverture ayant repoussé les renforts le 22 juillet, les tuniques rouges peuvent préparer leur assaut sans menace. Ils massent 4 compagnies de cavalerie légère et postent leur artillerie en amont de la porte nord.
Ils comptent faire exploser la porte et forcer le passage par une attaque éclair. Le problème étant que les ingénieurs et les sapeurs peuvent se faire tirer dessus à plus de 130 mètres. Oui, la portée des fusils afghans était meilleure que celle des Britanniques, j'y reviendrai. Aussi, l'artillerie est-elle placée de cette manière afin de maintenir un tir de suppression contre cette porte, le temps pour les sapeurs de la faire sauter. À 3 heures du matin, le 23 juillet 1839, les sapeurs s'élancent avec leurs poudres vers la porte nord. L'artillerie mène son tir de suppression tout au long de l'opération et se révèle efficace. La porte est ainsi détruite par l'explosion des sapeurs et la cavalerie s'élance dans la brèche. Si la première phase d'attaque est une réussite, tout n'est pas gagné. Il faut vite déborder la porte et investir la ville pour empêcher les Afghans d'organiser une défense dans le second niveau de la forteresse. Le corps à corps est rude. Une contre-attaque coupe même la cavalerie de ses soutiens. Mais la surprise fait que les défenseurs de la porte sont trop peu nombreux. Ils sont submergés et les troupes anglaises déferlent dans la ville. La citadelle n'est pas gardée et à l'aube, un peu avant 6 heures, Ghazni est tombé avec sa garnison. Cette prise du fort en une journée est un véritable tour de force qui prend totalement au dépourvu l'armée afghane. La route vers la capitale, Kaboul, est ouverte et l'armée l'investit en août 1839. Non seulement il ne leur a fallu que 6 mois pour arriver à Kaboul, mais Ghazni, qui était censé opposer la plus forte résistance, n'a coûté que 200 hommes aux Britanniques. Shah Shuja est replacé sur le trône et c'est un excellent début de campagne qui marque une guerre désastreuse. À l'égal de la Russie, il faut vraiment pas envahir l'Afghanistan. 8000 hommes sont laissés pour occuper le pays, mais la population vit très mal le règne cruel de Shah Shuja, imposé par une force militaire extérieure. Petit à petit se met en place une guérilla qui isole l'armée britannique et la force même au repli en janvier 1842. Cette retraite sera un massacre, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir puisqu'elle a durablement marqué la culture britannique. La guerre se termine en 1848. Malgré une contre-attaque réussie, les Britanniques se retirent entièrement du pays et laissent le trône à Dost Mohammad. Cette résistance forte face à une armée occidentale professionnelle a été rendue possible grâce à un avantage technologique des Afghans sur les Britanniques, le fusil Jazail. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Déjà au début du 19e siècle, une innovation se fait connaître, le canon rayé. Le canon est strié à l'intérieur et les balles ont un léger renflement leur permettant de suivre ses rayures. On appelle ça des rainures et c'est durant l'alésage qu'elles sont imprimées dans le canon. Ces rayures transmettent à la balle un mouvement rotatif qui permet de la stabiliser. Si vous voulez faire de la physique, on parle de stabilisation gyroscopique. Ça diminue la déviation de la trajectoire et ça a des effets sur l'aérodynamisme. Le résultat des canons rayés est sans appel. Les balles sont plus précises et, grâce à une plus grande énergie inertielle, elles ont plus de portée. Problème, ces canons sont très difficiles à industrialiser. Les troupes de masse, comme l'armée britannique, ne peuvent donc en être dotées. Et durant les guerres anglo-afghanes, elles n'ont que des Brown Bess, un excellent fusil mais au canon lisse, à la portée efficace de 150 mètres, mais qui reste durablement précis que sur les 50 premiers mètres. En face, les Afghans s'arment de fusils artisanaux, les fusils Jazail. S'ils ne sont pas uniformisés, ils sont pour certains rayés et avec le canon long. Ils devinrent donc des professionnels de tir de précision, pouvant tirer avec sûreté jusqu'à 200 mètres. Sur un terrain découvert, la masse des Brown Bess écrasait toute résistance. Mais les fusils Jazail ont fait énormément de dégâts dans les montagnes et défilés, ce qui explique l'efficacité de la guérilla afghane et l'énorme besoin d'un tir de suppression à Ghazni. Les sapeurs pouvant être visés de très loin, même si la nuit devait les cacher un peu. Retenez ici que par sa massification, sa précision augmentée et sa maîtrise, le feu devient un moyen d'obtenir de manière indirecte un effet tactique. Il y a bien sûr d'autres techniques, comme le tir de barrage. Pareillement, la couverture ne désigne jamais un emploi direct des forces, et sous-entend qu'il existe une mission tactique ou stratégique principale à couvrir. Ah, et dernière précision, l'appellation officielle dans l'armée française du tir de suppression est le tir de neutralisation. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.